Georges, bonjour. On est à nouveau dans une université populaire à domicile. Merci donc de nous accueillir dans ton salon pour aborder la question de l'impérialisme dans sa relation au capitalisme, mais aussi dans sa version ultime. Le titre un petit peu à tiroir étant au fond de savoir si l'exterminisme peut être pensé comme l'ultime stade suprême du capitalisme. Et dans cette interview qu'on se propose de faire, au fond, deux temps importants. Première période où je vais, et c'est toi qui vas m'interviewer d'une certaine manière, revenir sur ce que le marxisme a à nous apporter sur la question de l'impérialisme et au fond quels sont les grands modèles théoriques dont on dispose pour se situer un petit peu dans notre vie militante. Et dans une seconde partie, tu développeras au fond une thèse qui te tient à cœur, qui est de montrer que le visage actuel de l'impérialisme est exterministe. Hein. Voilà. Si tu veux ajouter un mot d'introduction. Bon, bah, c'est tout à fait correct et parfait, mais bon, peut-être juste une mise en situation, peut-être à l'heure où nous parlons, ce que nous voyons, c'est que Trump ne sait pas quoi faire pour aggraver la situation au Proche-Orient, que par ailleurs il alimente par la bande avec ses amis européens le front en Ukraine, quoi, et que tout ça peut nous conduire à une guerre contre la Russie qui ne pourrait manquer d'être mondiale, que le blocage du détroit d'Ormuz, non plus par les Iraniens, mais par les Américains, qui ajoutent une deuxième couche de blocage, en quelque sorte. Pour débloquer le premier. Pour débloquer le premier, mais là, c'est pas une négation de la négation, c'est plutôt une deuxième couche, aboutit tout simplement à un bras de fer avec la Chine. Et que tout ça est extrêmement dangereux, ça se tend entre l'Europe et la Russie, ça se tend via l'Iran entre les États-Unis et la Chine, et à l'arrière-plan, Cuba n'a plus d'électricité, les hôpitaux ne fonctionnent plus la nuit, parce que les Américains bloquent les Caraïbes avec leurs bateaux, et deuxièmement, c'est Gaza, c'est le Liban, etc., tous ces pays qui n'en finissent pas d'être écrasés par les bombes. Donc notre discussion est loin d'être, comment dirais-je, purement conceptuelle et éthérée. Elle est, hélas, tout à fait liée à la réalité explosive actuelle. Et donc, effectivement, il est utile que nous fassions, je pense, ce que nous allons essayer de faire, c'est-à-dire d'abord effectivement éclairer d'un point de vue, je dirais, conceptuel, méthodologique, et c'est Jean-François qui va s'en charger, la question de l'approche de l'impérialisme. Comment peut-on comprendre, comment peut-on penser l'impérialisme, notamment à la lumière du marxisme-léninisme, puisque l'un des apports propres de Lénine par rapport à Marx, c'est effectivement d'avoir étudié l'impérialisme. Donc ça, c'est Jean-François qui va s'en occuper, comme il l'a fait récemment de façon brillante dans un autre cadre. Et bon, moi je reviendrai par la suite, effectivement, sur ce que l'impérialisme contemporain a de spécifiquement exterministe. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'une autre phase du capitalisme, mais de l'approfondissement dramatique de la phase impérialiste. Voilà, alors je te laisse, Jean-François, développer donc la différence qu'il y a entre les approches, disons, de type idéaliste de l'impérialisme et les approches plus matérialistes, plus marxistes par conséquent, de ce qu'on appelle l'impérialisme. Le but n'étant pas seulement de savoir ce qu'il est bon de penser, mais quels moyens de penser on se donne pour ensuite mieux agir contre l'impérialisme. Voilà. Oui, bah c'est dans cet esprit-là que je me propose d'intervenir. Alors au fond, si la question de l'impérialisme est revenue sur le devant de la scène,
on pourrait a priori s'en réjouir, puisque aujourd'hui c'est difficile d'éviter ce terme. Ça revient dans le discours des médias, hein, puisque nous saute au visage des conflits dont le ressort semble bien relever, c'est difficile de le nier, de logique inter-impérialiste. Mais du coup, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? Qu'est-ce que le marxisme a pu ajouter à cette réflexion? Et au fond, quels sont les différents modèles théoriques dont on dispose et qui éclairent en fait aussi nos actions militantes? Bon, alors, au fond, si on voulait partir d'une définition élémentaire de l'impérialisme, on pourrait l'associer à un processus expansionniste militaro-politique. Là où il y a expansionnisme géo-militaro-politique, il y a une forme ou une autre d'impérialisme. La question, me semble-t-il, c'est de se dire, mais quel est le ressort, quel est le mécanisme, quelle est la dynamique qui permet de comprendre, de penser ce mouvement expansionniste. Et donc, au fond, il me semble qu'on peut ramener la discussion à 3 modèles, dont bien sûr celui qui nous intéresse premier chef, qui est le modèle marxiste, qui s'inspire du matérialisme dialectique, mais je pense qu'il est utile aussi de distinguer un modèle qui renvoie à l'idéologie dominante, qui est très largement, non pas géopolitique, mais théologico-politique, pourrait-on dire, où le religieux fait son grand retour à travers une espèce de vision apocalyptique du choc des civilisations, pour reprendre un ouvrage célèbre, alors qui n'a pas une grande valeur scientifique, mais qui, me semble-t-il, a une valeur idéologique pour penser l'idéologie dominante. Au fond, d'une certaine manière, Trump, il veut anéantir une civilisation. Enfin, 12 heures avant de négocier avec l'Iran, c'est quand même ce qu'il a annoncé. On anéantit. Moi, représentant de la civilisation porteuse de paix à travers la planète, je vais éradiquer une autre civilisation. Donc ce discours-là, il est bien celui des dominants, qui nous vend une paix par la force, qui nous vend une paix par la guerre, au risque d'ailleurs d'une extermination totale, et donc il est quand même un peu utile d'en repérer les ressorts. Et puis un dernier modèle, donc je les énumère un peu rapidement, mais on va y revenir un tout petit peu, qui renvoie à une tradition qui a ses lettres de noblesse, qui est la tradition libérale, qui là nous propose un modèle, j'allais dire, géopolitique presque pur, en tout cas avec l'idée que la paix peut se construire par le droit. C'est pas rien, puisque quand même, dans nos mouvements associatifs, il y a un petit coup de sonnette, dans nos mouvements associatifs, on a bien cette idée quand même que là où le droit, notamment international, recule, c'est la guerre qui avance, et que défendre le droit international aujourd'hui reste, sinon la condition suffisante, en tout cas la condition nécessaire. Alors, certes, on pourrait nous objecter que l'impérialisme, ça date pas d'aujourd'hui. Des historiens comme Ferdinand Braudel, ou Fernand Braudel, est connu pour nous rappeler que l'impérialisme est aussi vieux que le monde et qu'il n'est pas la conséquence du capitalisme qu'il en serait peut-être la cause. Bon, en tout cas, oui, on peut dire que l'impérialisme est aussi vieux que la civilisation, que l'histoire, qui commence à Sumer, et les premières cités-États sumériens coïncident avec le premier empire en Mésopotamie, l'empire d'Akkadie. Donc oui, c'est vrai, ça date au moins de 4500 ans. Et que tout ça est lié à l'origine de l'écriture, pour qu'il y ait des administrations étatiques, et l'origine certainement de la propriété privée. Bon, donc on est d'accord, l'impérialisme n'a pas attendu ni après le capitalisme, ni après Lénine. Néanmoins, il y a quelque chose qui se passe au cours du XIXe siècle, et même plutôt dans la toute fin du XIXe siècle, qui justifie quand même la pertinence d'une analyse marxiste, et même ici léniniste, de l'impérialisme. Alors qu'est-ce qui se passe de particulier, en tout cas au niveau historiographique, un historien comme Eric Hobsbawm, c'est pas très facile de prononcer son nom, mais voilà, on verra de qui il s'agit, définit une ère des empires autour de 1875, donc vraiment le dernier quart du XIXe siècle. Et si on s'entend pour dire que le grand XIXe siècle va jusqu'à la guerre 14-18, c'est la période au fond des empires. Et là, le capitalisme, si on s'intéresse à son histoire, connaît un moment particulier, puisque après le capitalisme marchand
la Renaissance et même la fin du Moyen-Âge. Après le capitalisme industriel qui naît dans les manufactures en Angleterre, notamment au XVIIIe siècle, et qui va exploser avec la machine à vapeur au XIXe, il y a quelque chose qui se met en place et qui est une financiarisation de l'économie. Et si on regarde l'histoire du capitalisme, la première mondialisation financière, c'est pas dans les années 1980, il y en a une évidemment qui se met en place à ce moment-là, mais il y a une première mondialisation financière, c'est-à-dire, dit Lénine, une fusion entre le capital industriel et le capital bancaire, c'est-à-dire la naissance d'un capital financier à vocation impérialiste et planétaire. Voilà. Des capitaux. Donc cette exportation des capitaux va même être un des critères majeurs dont se sert Lénine dans son petit ouvrage de 1916, qui est quand même assez facile à lire en fin de compte, et en tout cas assez compact. Hein. Et très actuel. Bah écoute, voilà, il y a un certain nombre d'ouvrages qui méritent d'être lus. Je suppose que tu nous parleras tout à l'heure du projet de paix perpétuelle de Kant, mais parce qu'il décrit ce qu'est une guerre exterministe, mais en tout cas, on voit bien dans cette description de la financiarisation de l'économie que quelque chose... Donc il y a une rencontre, il y a un saut qualitatif en quelque sorte qui s'opère. L'impérialisme, dans sa rencontre avec le capitalisme financiarisé de la fin du XIXe siècle, donne naissance à une situation particulièrement explosive. Et peut-être que ça vaut quand même le coup, puisqu'on est dans le cadre d'une université populaire, de lire un premier extrait. Le but du jeu, c'est quand même que les gens qui auront la patience de nous écouter apprennent un certain nombre, renouent avec un certain nombre de choses. Alors, on est donc dans le texte de Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, c'est la fin du chapitre 7. Faut-il se demander s'il y avait, c'est une question rhétorique, hein, donc ça prend la forme d'une question, faut-il se demander s'il y avait sur le terrain du capitalisme un moyen autre que la guerre de remédier à la disproportion entre, d'une part, le développement des forces productives, donc il est en train de décrire l'avant 14-18, hein, et l'accumulation des capitaux, et d'autre part, le partage des colonies et des zones d'influence pour le capital financier. On va voir que cette notion d'accumulation des capitaux, elle est majeure, puisque c'est la manifestation la plus empirique de ce que les marxistes appellent la baisse tendancielle du taux de profit. Voilà comment ça se manifeste. Bon, donc, voilà, oui, l'impérialisme n'a pas attendu après le capitalisme, n'empêche que cette rencontre entre le capitalisme financier et l'impérialisme va aboutir à ce que Lénine décrit en disant une fois que le monde a été intégralement conquis par les grandes puissances capitalistes, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, à se le repartager selon des rapports de force. Et finalement, on est là-dedans, quoi. On est encore là. Voilà. Ne faut-il pas ajouter un petit mot sur la manière dont l'impérialisme sert à compenser la baisse du taux de profit ? C'est prévu. Ouais, c'est prévu. C'est prévu. Bah oui, il me semble que si l'analyse marxiste a un petit intérêt là-dessus. Alors, une fois qu'on a ce cadre-là, oui, c'est pertinent de parler d'impérialisme aujourd'hui. Oui, l'impérialisme associé au capitalisme aboutit à une transformation qualitative qui mérite de l'analyser ès-qualité. C'est pas un impérialisme en général ou éternel à la Brodel. Il y a un impérialisme qui est vraiment l'aboutissement d'un capitalisme financiarisé qui se repartage la planète à coups de fusils et de canons. De quel modèle on dispose dans le champ théorique actuel où on essaye de comprendre ce qui se passe et d'engager évidemment une défense acharnée de la paix, puisqu'en défendant la paix, on a bien tous conscience qu'on est en train de sauver notre peau, quoi. Alors le modèle qui mérite quand même qu'on s'arrête un instant, celui qu'on pourrait appeler le modèle libéral. Alors le libéral au sens politique du terme, c'est-à-dire cette philosophie libérale, rappelons quand même qu'elle se met en place à la fin du XVIIe siècle en Angleterre avec un auteur comme John Locke, mais que, évidemment, en France, on la connaît surtout au siècle des Lumières, au moment de la Révolution française, hein, avec des auteurs comme Montesquieu, avec des auteurs comme Benjamin Constant, Condorcet, puis en Allemagne, on en reparlera, mais Emmanuel Kant est dans cette filiation. Au fond, pour la pensée
la pensée libérale, le moteur de l'impérialisme, pourrait-on dire, c'est l'idée toute simple que le politique, qui a une totale autonomie pour les penseurs libéraux, ils parlent régulièrement d'un mal politique qui serait un historique. Enfin, quel que soit le régime, quelle que soit l'époque, le politique souffrirait d'une espèce de mal métaphysique qui serait une propension à l'hypertrophie. Voilà, c'est le pouvoir, quel qu'il soit, tend vers, jusqu'à trouver des limites. Par exemple, chez Montesquieu, dans l'Esprit des lois, on peut lire ceci, juste avant qu'il propose la solution de la séparation des pouvoirs. Mais c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser et va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Soit il n'y en a pas de limite, et évidemment le pouvoir enfle, soit le pouvoir en enflant trouve des limites naturelles, notamment les religions et les langues, dira Kant, ça va limiter évidemment ce mouvement expansionniste des entités politiques. Mais évidemment les libéraux, une fois qu'ils ont identifié le problème, le mal politique étant là, c'est la théorie de l'aquarium en quelque sorte. Dans un aquarium, vous remplissez avec de l'eau, et l'eau va occuper tout l'espace possible jusqu'à buter sur une paroi. C'est un peu ça la pensée libérale. C'est la théorie de l'aquarium. S'il n'y a pas de limite, le pouvoir enfle presque de manière indéfinie. Et donc, les libéraux vont développer une théorie de la limite, qui est une théorie du droit, en disant que pour protéger les citoyens d'un risque de despotisme par hypertrophie du pouvoir, il faut des barrières juridiques, donc ça va être le rôle des constitutions de constituer des républiques et des états de droit, donc séparation des pouvoirs, et puis même, depuis John Locke, défense et maintien et déclaration d'un droit naturel que les États auraient le devoir de protéger. Et puis au niveau international, ça va être le droit international précisément qui va permettre aux États d'éviter d'empiéter sur leurs voisins, enfin bref, de succomber à la tentation justement impérialiste. Alors ce modèle-là, au fond, qu'est-ce qu'il nous propose comme solution ? Une solution par le droit, justement, qui mérite quand même qu'on s'y arrête, puisque à l'heure où Trump est en train de fouler aux pieds et de vouloir en finir avec l'ONU et la Charte des Nations Unies, on voit bien quand même que, même si on ne se fait aucune illusion sur ni la Société des Nations, qui était évidemment celle-là une expérience éminemment critiquable, mais on ne se fait pas non plus d'illusions sur l'ONU, qui quand même au départ sert les intérêts américains, mais quand même dans l'ONU, il y a une charte, il y a une assemblée générale, il y a une cour internationale de justice qui enquiquine Trump, on voit bien. Donc le droit international fonctionne au moins pour dénoncer des crimes, et nous, militants de la paix, on voit bien quand même qu'on trouve un champ avec nos petits camarades qui ne partagent pas forcément toutes nos analyses, en disant il faut au moins défendre le cadre du droit international. C'est une condition qui ne sera pas suffisante. Pour nous, il faut aussi sortir du capitalisme, mais c'est quand même une condition probablement nécessaire. Bon, donc voilà, le champ, cette pensée libérale, on n'est pas en train de la mettre à la poubelle, on est juste en train de dire que la paix par le droit, oui, mais comme condition sine qua non, mais pas ça ne suffira pas. L'ONU ne suffira pas à nous... voilà. Et si on en croit d'ailleurs... enfin, la fin de l'histoire dont rêvent un peu nos auteurs du XVIIIe siècle, je pense d'une certaine manière, la paix perpétuelle de Kant serait une fin de l'histoire. Un certain Francis Fukuyama pensait même qu'elle était arrivée après la défaite de l'URSS. Bon, on voit bien que c'est pas ça à quoi on assiste, mais on est plutôt dans une entre-deux-guerres perpétuelle que dans une paix perpétuelle. Et j'en profite pour citer à nouveau un petit texte de Lénine, au moins ceux qui nous écoutent auront un peu accès à ces documents. On est dans le chapitre 9, l'avant-dernier chapitre, et il dit en régime capitaliste. Voilà ce qu'est la paix en régime capitaliste. Donc vous pouvez faire toutes les constructions juridiques internationales que vous voulez. Dans un système capitaliste, hélas, le partage des zones d'influence, des intérêts, des colonies, etc., ne repose pas sur autre chose que sur la force de ceux qui prennent part au partage, la force économique, financière, militaire. Or, les forces respectives de ces participants au partage varient d'une façon inégale.
théorie, au fond, du développement inégal du capitalisme qui a son importance, puisque les dominants d'aujourd'hui ne sont pas les dominants d'hier, etc. À la sortie Il ne faut pas rêver d'un capitalisme apaisé. C'est ça, c'est ça. À la Kautsky, quoi, d'une certaine manière. Voilà, Ça viendra pas de là, quoi. Il y aura toujours, finalement, ça marche sur un différentiel. Hein. voilà, C'est pas gagnant-gagnant, il y a toujours les vases communicants entre un impérialisme qui domine et des impérialismes qui sont dominés. Par définition, le capitalisme est un régime inégalitaire. C'est ça, voilà. À l'intérieur d'un pays ou entre les pays. Donc le partage varie donc d'une façon inégale, car il ne peut y avoir en régime capitaliste de développement uniforme des entreprises, des trusts, des industries, des pays. C'est ce que tu viens de dire. Et donc un petit peu plus loin, il dit au fond, voilà ce que les alliances inter-impérialistes. Donc en régime capitaliste, ça ne pourra être que ça naît d'une guerre et ça prépare la guerre suivante. On est non pas dans une paix perpétuelle, mais dans un entre-deux-guerres perpétuel. Je lis ce dernier petit passage. Les alliances pacifiques, entre guillemets pacifiques, préparent les guerres et à leur tour naissent de la guerre. Pensez à la SDN qui naît de la guerre 14-18 et qui va préparer la suivante, etc. Et espérons que ça ne soit pas la même chose pour l'ONU. Elles se conditionnent les unes les autres, engendrant des alternatives de lutte pacifique et de lutte non pacifique sur une seule et même base, celle des liens et des rapports impérialistes de l'économie mondiale et de la politique mondiale. Alors, deuxième modèle pour penser l'impérialisme, il est celui-là inspiré par les idéologies. En gros, quand même, c'est une vision idéaliste qui consisterait à dire que ce sont les idéologies qui mènent le monde. Alors, les idéologies pouvant être prises dans un sens strictement politique, comme pouvaient le faire des auteurs de la deuxième moitié du XXe siècle, par exemple Arendt. Mais aujourd'hui, on voit bien que y a au fond l'idée que les matrices idéologiques qui animent les civilisations, elles sont infra-politiques, c'est même plus politique, ça devient civilisationnel, c'est-à-dire la langue, la culture, la religion, quoi. En gros, si on voulait caricaturer, le peuple russe, du tsar à Poutine en passant par Lénine et Staline, c'est le même. Il y a une espèce de civilisation russe qui nous menace d'ailleurs, hein, comme chacun le sait, et donc il est urgent de s'armer contre cet impérialisme qui serait animé par une force, une dynamique civilisationnelle. Alors, oui, d'ailleurs, sous Lénine et Staline, ce qui dominait détestablement encore l'Union soviétique, c'était l'orthodoxie. Oui. Ces gens-là ne peuvent pas sortir de l'orthodoxie. Donc les orthodoxes étant bien sûr, puisque alors on fait référence là à une théorie je présente pas du tout comme ayant une valeur scientifique, hein, c'est Samuel Huntington qui donc on est tout à la fin des années 2000, enfin la dernière décennie donc des années 90. Et il va développer cette idée que non, la chute, la défaite de l'URSS n'est pas synonyme d'une heureuse fin de l'histoire, d'un capitalisme réconcilié où tout le monde pourrait prétendre gagnant-gagnant à vivre dans la prospérité et dans la paix. C'est au contraire un monde de guerre, de conflits. Et là, on pourrait dire que les idéologies, alors non pas au sens politique du terme, mais au sens de représentation du monde, hein, une idéologie, c'est une représentation du monde, les religions, les langues sont des représentations du monde, et donc au fond, c'est cette idée absolument non marxiste que c'est les représentations religieuses que les gens ont dans la tête qui déterminent en dernière instance l'histoire. Le marxisme dira à peu près le contraire, c'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être social, c'est leur être social qui détermine leur conscience, ce qui ne veut pas dire que ce qui se passe dans la conscience des hommes n'intéresse pas les marxistes, mais c'est pas ce qui est déterminant en dernière instance. Et même, ils ajoutent, Marx, Engels, que, par exemple, les luttes religieuses donnent leur coloration ou leur forme à ce qui est plus profond qu'elles, c'est-à-dire des luttes de classe qu'elles dissimulent, qu'elles habillent, oui. Sachant qu'effectivement, qu'elles soient habillées de façon religieuse ou non religieuse, a son importance, bien sûr. Oui. Alors il y a des textes intéressants d'Engels sur la révolte des paysans, notamment. On est au début du XVIe siècle et il montre bien que derrière les conflits entre les chrétiens et des chrétiens, entre des catholiques et des protestants, et même entre des protestants et des protestants, Luther versus Munzer, c'est les luttes des classes. Oui, hein. Voilà. Donc bon, donc
ne s'agit pas de nier le fait que les hommes puissent se battre pour des idées, mais que, en dernière instance, ces idées sont poussées par un vent de l'histoire qui trouve des déterminants qui ne sont pas que dans la tête des gens, quoi. Voilà. Alors bon, là, on ne va pas s'étendre éternellement sur le modèle, mais ça fonctionne tout en ayant cette idée qu'on a affaire à une représentation totalement idéologique de la situation. N'empêche que cette idée du choc des civilisations, on a quand même l'impression que c'est ce qu'on nous sert. Par exemple, si on veut comprendre comment l'extrême droite européenne soutient le projet sioniste d'Israël, au fond, que ce soit Netanyahou ou que ce soit les extrêmes droites européennes, ils voient Israël comme étant l'avant-poste d'un empire, d'un saint empire judéo-chrétien contre l'islam, quoi. Donc on est bien dans une espèce de logique de choc des civilisations, et voilà comment des gens qui sont historiquement antisémites, l'extrême droite est antisémite, sont pro-sionistes. Hein. Oui. Et que ceux qui nous disent qu'il y a une menace extrême qui vient de la Russie, nous développent aussi cette idée-là. Alors on va trouver en Russie des fous furieux qui développent ces thèses. Bon, Douguin, Karaganov sont des auteurs que j'ai découvert un peu en faisant mon enquête, là, mais effectivement, c'est des théoriciens d'extrême droite qui développent l'idée d'un projet néo-eurasien, grand russe, avec l'idée que la Russie doit, autour de la religion orthodoxe, doit retrouver son air. Bon, alors comment le plus grand pays du monde peut manquer d'espace, ça c'est un mystère, mais voilà pourquoi nous sommes, en tout cas, menacés par un impérialisme russe, grand russe, qui serait animé par cette dynamique civilisationnelle. Voilà pourquoi je disais que c'est intéressant, non pas pour la valeur scientifique du truc, mais ça c'est intéressant parce que c'est une idéologie qui est à l'œuvre quand même chez un certain nombre de nos contemporains. Puis d'une certaine manière, Trump, qui est complètement lui aussi dans un délire religieux. Enfin, il est aussi, alors que Poutine soit manipulé par ces idéologues qui véhiculent une théologie de l'histoire, c'est moins sûr, mais c'est possible aussi qu'il y ait évidemment que ça soit pas complètement étanche. De même que Trump fréquente des gens quand même qui sont embarqués dans une vision messianique de l'histoire, une théologie de l'histoire quasiment. Enfin, on est vraiment ici. Contrairement à la pensée libérale qui voyait dans le politique une autonomie, là, le politique, il est complètement dans une hétéronomie, puisqu'il est soutenu par en dessous par des déterminants profonds qui sont civilisationnels. Au fond, on peut changer d'idéologie politique, mais la civilisation continue à travailler par en dessous. Et là les guerres sont pensées comme étant une tectonique des plaques, quoi, en gros. Hein. C'est cette image que les empires, alors Huntington en distingue 8 ou 9, et puis bon, c'est évidemment un peu farfelu, parce que on voit bien qu'entre les États-Unis et l'Europe, ça fonctionne quand même pas si bien que ça, même si on pourrait y voir un conflit religieux, puisqu'après tout, les protestants américains peuvent... Oui. La querelle avec le pape récente nous rappelle qu'il y a des frictions entre les catholiques et les protestants. Oui, oui, et puis même quand on regarde les BRICS, regardons par exemple, le Brésil c'est plutôt catholique. BRICS ça veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Bon, le Brésil c'est plutôt catholique, la Russie c'est orthodoxe, l'Inde c'est hindouiste comme son nom l'indique, la Chine c'est communiste, ou en tout cas ça s'en réclame, et l'Afrique du Sud c'est, bon, disons, pour le dire vite, tiers-mondiste. Et à l'arrière-plan, il y a Cuba, ou la Corée du Nord. Qu'est-ce qu'il y a de commun idéologiquement entre tout ça ? Donc on voit bien que peut-être quand même c'est pas le vrai ressort. Ah oui, voilà. Je le présente vraiment comme étant l'idéologie dominante, et une idéologie ici évidemment qui n'a pas de valeur explicative autre que identifier un discours dominant, quoi. Voilà. Mais effectivement, l'objet ici, c'est pas de dire c'est une vision parfaitement légitime. Autant je pense que la vision libérale mérite un peu quand même notre attention, puisqu'on est sensible aussi à la question du droit, et les auteurs du libéralisme ont des choses intéressantes à nous dire. Autant ce discours-là, il est délirant, enfin c'est une forme d'interprétation... Oui, et puis c'est un joli masque, quand on dit choc des civilisations, pour cacher peut-être la civilisation du choc, si l'on
peut dire, c'est-à-dire ce qu'est, de façon unifiante, ce capitalisme impérialiste. En fait, si on devait lui faire une objection à cette vision civilisationnelle, cette tectonique des plaques, hein, les frictions, alors pour le coup, il avait prévu quand même un certain nombre de frictions après les attentats du 11 septembre, et là on était parti là-dedans, quoi. Donc l'Occident contre l'islam, et on voit bien qu'il y a une croisade anti-islam qui est portée par toutes les extrêmes droites d'Europe et d'ailleurs. Mais dit en passant, juste un mot, c'est oui. complètement absurde. On a bien vu George Bush attaquer l'Irak, qui est un pays plutôt laïque, oui. et laisser bien tranquille l'Arabie Saoudite, alliée traditionnelle des États-Unis, qui est, elle, typiquement un pays musulman intégriste. Oui. Donc ça montre bien quand même les failles du discours. Bien sûr. Et puis alors, ce bloc... comment dire, cette civilisation qui serait censée être arabo-musulmane, enfin ça n'a aucun sens. Autour du Golfe Persique, on voit bien quand même qu'il y a des lignes de tension qui traversent tout ça. D'ailleurs, tectonique des plaques ou lutte des classes internationales, c'est-à-dire conflit entre le capital et le travail, c'est évidemment dans cette direction-là qu'on va aboutir à un ultime modèle qui nous intéresse tout particulièrement, qui est le modèle économique et politique, on va dire, où cette fois-ci, contrairement aux libéraux, on ne pense pas que le politique et l'État soient autonomes, il n'y a pas d'autonomie de l'État qui serait au-dessus de la société civile. Il y a une porosité entre la lutte des classes qui traverse la société civile et cette superstructure qu'est l'État. Donc là-dessus, on n'est pas d'accord avec les libéraux. Voilà pourquoi le droit ne suffit pas à garantir la paix perpétuelle, ni d'ailleurs une république. Il faut aussi qu'elle soit sociale. Mais derrière ce choc des civilisations, évidemment que c'est le choc du capital et du travail à l'échelle des nations et de manière à l'échelle internationale. Alors, on en vient quand même à l'objet de cette intervention, qu'est-ce que le marxisme a d'intéressant à nous dire sur l'impérialisme ? Eh bien, il me semble qu'on peut partir de l'idée centrale que le capitalisme est mortel pour les marxistes et qu'il est voué à des crises non pas conjoncturelles mais structurelles. Il est tellement mortel que si on veut vraiment le penser dialectiquement, il faut le penser comme étant l'ensemble des forces qui résistent à sa mort. Comme disait Bichat au XVIIIe siècle, pour définir la vie comme étant l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Et donc, au fond, quelles sont ces forces de résistance et, au fond, quelle est cette espèce de pesanteur mortifère qui entraîne le capitalisme vers sa mort et sa fin. C'est ce que les marxistes appellent la baisse tendancielle du taux de profit. Bon, alors ce concept-là, il est précieux, il est finement dialectique, puisque c'est un déterminisme tendanciel, et donc dialectique, qui nous dit qui nous permet de penser un ensemble d'interactions. Donc, en fait, le capitalisme n'est pas une chose, c'est un processus, là, on sera tous d'accord là-dessus, et dans ce processus, il y a des actions et des réactions et des actions réciproques qui jouent, pas forcément à force égale. C'est un petit peu comme un avion qui obéit à une pesanteur, ça on pourrait dire que c'est la baisse tendancielle de son altitude, et qui va réussir à voler plus ou moins longtemps et à gagner en altitude en fonction des contre-forces, des contre-tendances qu'il va réussir à développer. Surtout si c'est un avion à réaction. C'est encore plus dialectique. Voilà. Donc au fond, le capitalisme, voilà comment on peut le penser, comme l'ensemble de ces contre-tendances, de ces mesures pour contrer cette pesanteur principale. Alors, c'est de quoi on parle quand on parle de la baisse tendancielle du taux de profit ? Je vais essayer d'en donner une définition d'abord un peu empirique. Enfin, c'est l'idée tout simplement que le progrès industriel et technique coûte de plus en plus cher et qu'il faut investir un capital de plus en plus important en espérant un retour sur investissement de plus en plus mince. Investir de plus en plus cher pour un retour de plus en plus mince. Dit de manière un tout petit peu plus savante, mais peut-être prendre un exemple avant, l'intelligence artificielle. En fait, on en espère un retour sur investissement avec des gains de productivité démesurés. Dès qu'on lit un petit peu quand même des analyses un petit peu plus fines de ce qu'on peut espérer en retour sur investissement, on se rend compte qu'on risque d'être plus que déçu.
ça risque de rapporter beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on espérait. Par contre, les investissements pour développer l'intelligence artificielle et tout simplement pour la faire fonctionner sont énormes. Les data centers coûtent des fortunes, les puces graphiques qui sont par dizaines dans les data centers coûtent des fortunes, elles ont une durée de vie très courte. L'énergie que ça consomme, sans parler même de l'eau, etc. Autrement dit, on va dépenser des milliards pour un gain de productivité qui risque quand même d'être faible. Eh bien, cette espèce de disproportion, elle n'a pas vocation à s'estomper, dit le marxisme, au contraire, tendance à s'aggraver. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus investir lourdement pour avoir un espoir de taux, pourrait-on dire, de taux de profit. Alors, si j'essaye de retrouver un petit peu les notes que je... Voilà, le taux de plus-value, en fait, c'est une fraction dont le numérateur est le taux de plus-value ou taux d'exploitation, et où le dénominateur, c'est la composition organique du capital qui croît plus vite. Le dénominateur dans une fraction croît plus vite que le numérateur, ce qui fait que la fraction tend à diminuer et tendre à l'infini vers zéro. Oui, si je puis ajouter ceci, simplement que le capitalisme, enfin les capitalistes, pour se faire concurrence, ne cessent d'augmenter effectivement la quantité de machines, ou l'équivalent machine, par exemple l'intelligence artificielle, c'est un équivalent machinique, on peut dire. Et du coup, le taux de profit baisse aussi tout simplement parce que la part venant du travail humain diminue. Et comme le profit proprement dit vient du travail humain et non pas des machines, eh bien, globalement, la composition organique du capital fait que le capital mort, c'est-à-dire les machines, est de plus en plus lourd par rapport au capital vif. Et donc, pour finir, eh bien, et puis en plus de ça, par exemple, les dizaines ou les centaines de millions de personnes qui vont être mises au chômage par le capitalisme, s'il utilise pour ça l'intelligence artificielle, non pas pour diminuer le temps de travail de tout le monde, mais pour mettre au chômage des centaines de millions de gens, va faire qu'il y aura aussi des quantités de gens qui n'auront plus de moyens de survivance, qui, par exemple, ne pourront plus acheter les produits de l'économie capitaliste. Oui. Donc tout ça fait que tous les moyens que le capitalisme utilise pour retarder sa chute, la retarde dans l'immédiat, mais en aggrave la violence à l'arrivée, quelque part. Alors on sait que les économistes libéraux nous objecteraient que le travail n'est pas le seul à créer de la valeur, mais c'est bien là le fond du débat. Si on pense, comme les marxistes, que le seul producteur de valeur, c'est le travail, on voit bien qu'en remplaçant le travail humain par des machines qui coûtent de plus en plus cher, imaginons qu'un jour on fabrique un arbre synthétique qui produise des montres Rolex, quel sera le prix d'une montre Rolex si elle est produite par un arbre artificiel ? Elles seront gratuites. Gratuite, sauf que l'arbre aura coûté des fortunes. Bon, dans une société de robots qui font le travail des hommes à leur place, on tend vers la gratuité des biens ce qui est produit par une machine ne coûte tant que la part du travail humain tend vers une gratuité avec des machines qui coûtent de plus en plus cher. Donc, dans ce modèle-là, évidemment, le taux de profit ne peut que baisser. Du coup, comment ça se manifeste dans la vie économique de tous les jours ? Par des capitaux, par des capitaux qui ne trouvent pas à s'investir, par une suraccumulation des capitaux, et je terminerai là-dessus pour ne pas entraîner nos auditeurs dans un marathon de 4 heures. Et cette suraccumulation du capital, c'est la manifestation donc de cette baisse tendancielle. À chaque fois qu'il y a une suraccumulation du capital, tout simplement parce que le capital ne trouve pas à s'investir de manière rentable, eh bien, un certain nombre de contre-mesures viennent à la rescousse, et c'est là que l'hypothèse de l'impérialisme va intervenir. Alors, il y a deux types de mesures. L'État va intervenir, en fait. L'État intervient pour soutenir le capital. Et en interne, ça porte un nom, c'est le capitalisme d'État, et même le capitalisme oligopolistique ou monopolistique d'État. Le complexe militaro-industriel, c'est typiquement l'illustration de ça. L'économie de guerre, comme on dit. Oui, une économie de guerre qui semble être le débouché économique de l'Europe, c'est ce qu'on est en train de nous vendre. Regardez, on va créer des emplois, on va créer aussi des cimetières, mais enfin, on va créer des emplois. Quelle bonne nouvelle. Bon, donc en fait, l'État vient à la rescousse du capital qui n'arrive pas à s'investir sur les marchés. Un sénateur communiste qui s'appelle Gay
a piloté une commission d'enquête en 2025 qui évalue le chiffre bas des aides publiques au capitalisme français à 211 milliards pour 2025. Bon, et c'est le chiffre bas, quoi. Il n'y a pas d'argent pour la Sécu, il n'y a pas d'argent pour l'hôpital, il n'y a pas d'argent pour l'éducation nationale. Voilà. Donc l'État, oui, ça se traduit par de l'austérité, tout ça. Donc on peut difficilement défendre une économie de guerre, d'autant qu'on est convaincu qu'on est menacé par l'impérialisme russe, et en même temps défendre les services publics. Ça va être compliqué. Et je terminerai là-dessus. Si l'État intervient pour soutenir le capitalisme en interne, il le fait aussi en externe. Et là, ça prend la forme précisément d'un expansionnisme économique qui est à la fois économique et militaire, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait des huissiers qui s'assurent que le capital investi à l'étranger rapportera bien les sommes promises, et donc les huissiers, c'est les bases américaines. Au fond, si j'ajoute quand même que l'Europe peut se penser sur ce modèle-là. L'Europe est une expansion du capitalisme franco-allemand au départ à l'échelle continentale, où c'est le Deutsche Mark qui va servir de référent à l'euro, qui au passage coûte une fortune à l'industrie française, puisque le franc fort puis l'euro, qui est une monnaie forte, est une catastrophe pour l'économie française. Donc l'impérialisme va... On ne peut plus exporter. Oui, sauf à alimenter et à soutenir à coups de milliards cette économie. Donc l'impérialisme va se penser dans ces termes-là, et je terminerai là-dessus vraiment. Et peut-être que tu pourras préciser les choses, puisqu'on entend des gens qui renvoient dos à dos les impérialismes du moment en disant oui, l'impérialisme américain, oui, c'est un des impérialismes parmi tant d'autres, mais après tout, il y en a plein d'autres, et il s'agit sans d'ailleurs envisager que l'Europe puisse être elle-même pensée comme une construction impérialiste qui se soucie de l'Ukraine, etc., par rapport simplement à des espoirs d'investissement à bon compte, puisque le coût de la main-d'œuvre en Ukraine est quand même très très bas. Le SMIC doit être à 160 €, un truc comme ça. Bon, donc, tant que M. Zelensky a supprimé le code du travail. C'est parfait, quoi. Donc on voit bien quand même que nos industriels et puis les lobbies patronaux européens louchent évidemment sur un élargissement. C'est ce qu'ils demandent d'ailleurs. La table ronde des industriels européens demande encore aujourd'hui un élargissement supplémentaire. Il reste la question du dollar. Et on voit bien qu'il y a un expansionnisme monétaire, le dollar comme monnaie mondiale, renforcé par le pétrodollar suite à la crise du pétrole des années 70, j'accélère un petit peu, et au fond, demandons-nous, pour voir si tous les impérialismes sont à égalité, d'ailleurs derrière l'Iran, il y a aussi la question de la vente d'un pétrole dans une autre monnaie que le dollar. On voit bien qu'avec la Chine, c'est le yuan qui entre en ligne de compte et plus le dollar. Les États-Unis vivent à crédit grâce à une monnaie qui verrouille l'économie mondiale et qui permet une extraterritorialité de leurs droits. Donc cet impérialisme-là, il est particulièrement hégémonique, faisant un transfert en quelque sorte du poids de la dette américaine sur le reste du monde, puisque leur dette, c'est notre problème, puisqu'on fait notre commerce en dollars, et je conclus, mais voyez le nombre de bases militaires américaines. L'OTAN a fait de l'Europe une sorte de porte-avions géant des États-Unis. Israël est d'une certaine manière un porte-avions au Moyen-Orient. Les bases américaines en Arabie Saoudite, sont légion. Et donc, il y a de quoi établir des hiérarchies indispensables entre l'impérialisme américain qui écrase la partie et qui est peut-être agonisant et d'autant plus dangereux, et les autres formes d'impérialisme. Voilà. Eh bien, bravo. Et puis, tu as foncé, mais on ne peut pas faire autrement, malheureusement. Mais bon, je pense que tu as dit l'essentiel. Si je puis me permettre, et pour faire la transition avec ma partie, j'ajouterai effectivement une petite touche sur la notion d'hégémonisme. C'est-à-dire que le capitalisme tel que Lénine l'a étudié, donc dans les années de la Première Guerre mondiale, a pris une coloration hégémonique en ce sens qu'il y a aujourd'hui un impérialisme qui domine, et de la tête et des épaules, les autres. Quand on dit, par exemple, pour aller vite, l'impérialisme euro-atlantique,
en parlant de ce bloc que formaient jusqu'ici les pays de l'OTAN, donc les pays européens, plus les États-Unis, le Canada et quelques autres pays. Eh bien, en réalité, il y a un cheval et une alouette là-dedans, si l'on peut dire. Parce que c'est quand même les États-Unis qui possèdent 80% des armes mondiales, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que dit Lacroix-Ries, l'historienne marxiste bien connue à ce sujet, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus eu de bataille pour se partager le monde. Les capitalistes ne se sont plus partagés le monde. Avant, il y avait encore l'Empire français, l'Empire anglais, l'Empire états-unien, avec surtout l'Amérique du Sud, etc. Et après la Deuxième Guerre mondiale, l'impérialisme américain veut tout. Et aujourd'hui, il veut encore plus tout. Et qui ne le voit avec la bataille des tarifs de Donald Trump, qui veut le beurre, qui veut l'argent du beurre et le sourire de la crémière, si l'on peut dire, y compris aux dépens de ses amis et vassaux, qui d'ailleurs ont de plus en plus de mal, et c'est logique à le supporter, sauf qu'ils n'ont pas les moyens, ni financiers ni militaires, de le contrer. Ce qui rend la situation encore plus dangereuse. Donc il y a cet étage de plus. Il y a le capitalisme, ça c'est ce que tu as bien montré, le capitalisme, disons, en gros de type manufacturier, de type concurrentiel, etc., qu'on a principalement au XIXe siècle, pour simplifier. Après, il y a ce capitalisme monopoliste d'État et impérialiste, qui est une des causes, qui est la cause même principale de la Première Guerre mondiale, et de la Seconde, quand l'impérialisme allemand déçu va vouloir, et battu, va vouloir prendre sa revanche. Et puis, depuis 1945, il y a cet hégémonisme donc, qui ajoute encore sa touche, disons, et qu'il a ajouté encore plus fortement à partir du moment où il a réussi à vaincre l'Union soviétique, et où il s'est retrouvé maître du monde, et par conséquent, faisant la pluie et le beau temps, comme l'ont fait les États-Unis depuis 1991, avec toutes sortes de guerres chaque année pour approfondir leur mainmise sur le monde. Je dirais même, quelquefois, faire une guerre par an, même sans raison véritable, ne serait-ce que comme un peu le costaud dans la cour de récréation, qui va de temps en temps casser la figure au premier qui passe pour établir sa puissance sur le reste de la cour de récréation, en quelque sorte. Il faut vider les stocks. Voilà, exactement. Il faut, et puis aussi, bien sûr, pour sans cesse faire tourner la machine du complexe militaro-industriel. Cela étant, effectivement, cet hégémonisme, il est aujourd'hui remis en cause, et c'est là qu'effectivement les dangers de guerre mondiale et donc de guerre d'extermination sont encore plus forts dans le contexte, par la montée de la Chine, par la montée des BRICS, d'une manière ou d'une autre, du point de vue, disons, tout simplement de la part du produit intérieur brut mondial. À une époque, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis possédaient l'industrie qui, de loin, dominait mondialement. Plus de 50% de la production industrielle mondiale. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Donc on est dans des situations telles que les États-Unis peuvent se dire, et ça c'est pas de la folie de la part de Trump, Biden c'était déjà comme ça, que c'est maintenant qu'ils doivent jouer leur va-tout. Car maintenant ils sont en quelque sorte en équilibre, si l'on peut dire, avec les 5 BRICS et notamment avec la Russie. Et s'ils laissent la Russie, la Chine, l'Inde prendre petit à petit leur envol, c'est-à-dire développer leur industrie à proportion de leur population, tout simplement. Si nous sommes démocrates, nous devons considérer que si un homme en vote un autre, effectivement, eh bien, les pays qui sont les plus peuplés doivent avoir une part du gâteau proportionnelle à leur population. Eh bien, les États-Unis peuvent se dire très bien, oulala, qu'est-ce qui va nous arriver? Il faut faire quelque chose maintenant. On a le feu au derrière. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont si débridés en matière de politique internationale. Alors bon, tout ça étant dit, le concept d'exterminisme que je développais déjà dans les années 80, en gros, la première version de ce livre, tiens, voilà, il est là, j'en fais un peu de pub, donc Mondialisation capitaliste et projet communiste qui est paru au temps d'Esris à l'époque, cette première version a été pensée en 84-85, au moment de la crise des euromissiles, quand les Américains installaient des fusées Pershing en Allemagne, en Hollande et en Sicile, pour menacer l'Union soviétique. Eh bien, donc, depuis lors, l'Union soviétique est tombée, et ce n'est pas sans rapport avec la lutte qu'elle a dû mener sur le terrain économique en s'effondrant littéralement à force de devoir, malgré elle, participer à une course aux armements qu'elle ne pouvait pas suivre, qu'elle n'avait pas les moyens de suivre, car elle était beaucoup plus pauvre que les États-Unis. Bon, eh bien, par rapport à cette période, la situation s'est encore aggravée, puisque malgré tout, à ce moment-là, l'Union soviétique faisait rempart
à la guerre mondiale. Il y avait un système socialiste mondial qui pouvait contenir notamment en Europe les visées impérialistes, hégémonistes et exterministes. Depuis que ce n'est plus le cas, depuis que, en gros, bon, même si la Chine populaire a monté en puissance depuis, ce qui n'était pas le cas dans les années 80, où elle était beaucoup plus pauvre, hein, depuis cette époque, effectivement, le danger est devenu beaucoup plus grand, parce que les forces de guerre sont toujours plus fortes, mais les forces de paix, elles, ont pris un méchant coup, un coup géopolitique. La chute du camp socialiste, excusez du peu. Ouais. La chute de ceux qui s'étaient construits à la suite de la Révolution d'octobre, et surtout de la victoire de Stalingrad et de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Donc tout ça a été balayé, en quelque sorte. On est dans un régime de contre-révolution mondiale, et là c'est l'aspect proprement politique. Disons, il faut penser l'exterminisme en lien avec la contre-révolution. Avant que tu prolonges, juste une petite parenthèse, ces années 80, course à l'armement, euromissiles, et c'est le moment d'une mondialisation financière qu'on a tous à l'esprit. Tout à l'heure, je disais qu'il y en avait une première à la fin du 19e siècle, et il y en a une importante parce que c'est le moment où les États vont titriser leurs dettes et se financer directement auprès des marchés pour alimenter la machine. Bon, il y a des victimes collatérales. Au fond, aujourd'hui, la dette publique d'un État, c'est auprès des marchés financiers. Cette espèce de logique de financiarisation des dettes publiques et des budgets des États, c'est ces années-là. C'est des dégâts collatéraux. C'est ça, financiarisation, militarisation de l'économie, choc avec les pays socialistes, volonté d'araser tout ce qui est socialiste sur la surface de la Terre, nécessité pour les États-Unis, surtout, de reconquérir le marché mondial, hein, puisque, au fond, quand même, à l'époque, un tiers de l'humanité leur échappait. De Berlin à Hanoï, en gros, c'était quand même le drapeau rouge qui flottait. Et donc, c'était toujours ça que Wall Street n'avait pas sous la dent, en quelque sorte. Donc, en gros, à cette époque, en faisant tomber l'Union soviétique, il faudrait revenir sur les conditions de cette contre-révolution, que beaucoup de marxistes n'ont pas du tout compris. Mais alors on ne peut pas se tromper davantage. C'est littéralement prendre le Sud pour le Nord et l'Est pour l'Ouest qu'ils ont fait à l'époque. Hein. Le bilan du bilan, là ? Le bilan du bilan, le bilan de la chute du socialisme. Il ne s'agit pas d'idéaliser le socialisme passé. Il s'agit de voir ce qu'il y avait quand il était là et ce qu'il n'y a plus depuis qu'il n'y est plus. En gros, ce bilan n'a jamais été fait. Donc, en fait, en gros, n'a jamais été fait. N'a jamais été fait par ceux qui monopolisaient, en quelque sorte, je dirais, le marxisme officiel. Quoi. Tu y as consacré quand même quelques lignes, toi. Oui, mais bon, j'ai fort peu accès aux médias, aux journaux, etc. Donc, en gros, c'est resté complètement, comme on dit aujourd'hui, silencieux. Voilà, alors... Simplement, bon, moi, si vous voulez, je reviens un peu sur le concept d'exterminisme maintenant, parce que moi aussi, il faut que j'aille vite. Donc, effectivement, ce concept, il m'a sauté aux yeux, en quelque sorte, dans les années 80, parce que, tout simplement, ce que je voyais, et qu'il me semblait extraordinaire que personne ne voit à l'époque, c'était comment les partisans de Reagan, à l'époque, du trio Reagan... Thatcher et Helmut Kohl, enfin surtout le premier, couraient vers la guerre mondiale, avec le risque à l'arrivée d'une catastrophe nucléaire, parce que s'il y avait eu un choc entre l'Union soviétique et les États-Unis, évidemment, c'était l'anéantissement probable de l'humanité et certain de l'Europe, par exemple. Hein. Et ils y couraient en quelque sorte à la fleur au fusil, gaiement, avec l'idée que, ma foi, il faut ce qu'il faut. Et donc on voyait même des théoriciens comme André Glucksmann, le papa là, de Raphaël Glucksmann, non moins belliciste d'ailleurs que son géniteur, en quelque sorte, qui vous expliquait froidement dans des bouquins vendus à 100 000 exemplaires en France, que pour se débarrasser de l'Union soviétique, ça valait bien le coup de tenter, pourquoi pas, ce que André Glucksmann appelait la seconde mort de l'humanité. La première mort, c'est quand je meurs, moi, à la fin de ma vie, mais je meurs, mais encore... ma famille, mes enfants, etc., les gens que j'aime, qui continuent d'exister. Et donc je me prolonge quelque part à eux. Mes projets vont au-delà de moi-même grâce à l'humanité. Et donc il y a du sens. Ma vie a du sens parce qu'elle ne s'arrête pas à moi. Sinon, si elle s'arrêtait à moi, elle serait en quelque sorte anéantie, et le sens de ma vie avec, le jour où je disparaîtrai. La deuxième mort, nous expliquait Glucksmann, à ce moment-là, c'est la disparition pure et simple de l'humanité.
Bon, il allait jusqu'à dire que je préfère, disait-il, ou j'aime mieux, disait-il, j'aime mieux succomber dans un échange de Pershing et de SS-20 avec mon enfant que j'aime, le petit Raphaël Glucksmann, soit dit en passant, bel héritage, plutôt que l'imaginer, disait-il, entraîner vers quelques Sibéries planétaires, c'est-à-dire vers une victoire fantasmée d'alors de l'Union soviétique. On voit comme l'Union soviétique était dangereuse à l'époque, puisque elle a disparu depuis, quoi. Bon, donc tout ça, c'était... il y a toute une dimension fantasmatique là derrière, mais ils ont besoin de fantasmes pour fonctionner. Ils ont besoin de délirer, quelque part. Et donc je me disais, mais enfin c'est extraordinaire, ce type-là est en train d'expliquer que on a le droit, pour abattre le socialisme, de détruire l'humanité s'il le faut. Hein, plutôt mort que rouge, quoi. Plutôt mort que rouge, comme on disait tout à l'heure en Allemagne. Lieber tot als rot. Et effectivement, on voyait aussi toute une partie de la gauche, extraordinairement, qui suivait là derrière, avec des gens qui vous expliquaient que rien n'était pire que l'Union soviétique, etc., etc. Bon. Ce qui est évidemment une absurdité complète, on y reviendra. Même si on n'aime pas l'Union soviétique, et même si on l'a considérée comme quelque chose d'épouvantable, il n'empêche que qui a le droit de mettre en péril toute l'humanité pour faire triompher, soi-disant, le droit et les valeurs? On voit que ça ne tient pas debout, parce que pour qu'il y ait un droit et des valeurs, il faut qu'il y ait des êtres humains vivants. Hein, donc tout ça ne tenait pas debout, c'était une construction totalement absurde du point de vue même de ses fondements logiques, sans parler de ses fondements moraux, en quelque sorte. Et pourtant, c'était le discours archi-dominant. Archi-dominant. Donc c'est là que je me suis dit, bon, il faut penser l'exterminisme. Qu'est-ce que c'est que l'exterminisme, donc? Alors ça va plus loin, si l'on peut dire, que l'impérialisme et que l'hégémonisme, et ce n'est pas un stade nouveau pour autant. Je ne dis pas que l'exterminisme est le stade suprême du capitalisme. Le stade suprême du capitalisme, c'est toujours ce qu'a dit Lénine, c'est-à-dire l'impérialisme. Mais cet impérialisme, surtout depuis qu'il est matiné de la bombe atomique, c'est-à-dire de la possibilité des moyens techniques de faire disparaître l'humanité, ce que n'avait pas le Kaiser pendant la Première Guerre mondiale, ni Adolf Hitler, tout au moins au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et je rappelle que la première bombe atomique n'a pas été utilisée par Hitler, mais par les Américains contre les Japonais, alors qu'ils étaient déjà battus militairement. Hein. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi, de ce côté-là? Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, eh bien, il y a une dimension nouvelle, c'est pas un stade nouveau, c'est une dimension nouvelle du stade que nous connaissons déjà. L'impérialisme portait déjà en lui l'exterminisme. Lénine d'ailleurs en parle, hein, dans son opuscule de l'époque, quand il note le nombre de guerres d'extermination, ce qu'on a appelé par la suite les génocides, qui étaient déjà pratiqués par les puissances coloniales avant la guerre de 14. Hein. Mais disons que ce qui se passe désormais, c'est que le capitalisme moderne est le dos au mur, sur tous les terrains. Sur le terrain économique, Jean-François l'a brillamment montré, c'est la baisse du taux de profit qui ne peut que s'accélérer en réalité. Et encore plus si l'on met sur le marché des forces productives complètement nouvelles dont le seul but réel, c'est de liquider de la force de travail, en définitive. Et donc de creuser encore plus la tombe du capitalisme en voulant le faire survivre, quelque part. Hein. Donc il y a ça, mais il y a aussi tous les autres aspects. Déjà dans le Capital, Marx notait que le capitalisme ne crée la richesse qu'en épuisant ces deux sources qui sont la terre et le travailleur. Pas seulement le travailleur, ça c'est l'exploitation capitaliste au sens étroit du terme, mais, disait Marx, la terre, c'est-à-dire les ressources naturelles. Et effectivement, là, on le voit, il n'est que de regarder la figure grimaçante de Donald Trump. On a à la tête du capitalisme quelqu'un qui a nié l'existence du Covid quand il était là, hein, qui était covido-sceptique, qui disait que c'était une grippette, en fait, et sans doute des centaines de millions de gens sont morts non soignés aux États-Unis à l'époque, quand il racontait ses sornettes à ce sujet. Deuxièmement, qui est climato-sceptique, hein, dont le mot d'ordre c'est creuse, bébé, creuse. Hein, donc, en gros, il faut extraire toujours plus de pétrole de tous les côtés, etc., qui donc se fiche totalement de l'avenir écologique de la planète, pourvu qu'on fasse des bénéfices. Quelqu'un qui, à Gaza par exemple, et là vous voyez, ce n'est pas que du concept que je manie, ce sont des faits qui sautent aux yeux, qui à Gaza donc arrase, disons, toute une bande de territoire pour, notoirement, je ne l'invente pas tout de même, c'est extraordinaire, mettre en place, construire une riviera
qui va rapporter des milliards à sa famille, qui plus est. Hein. Bon, et on voit ce qu'il fait à Cuba, quand il coupe le pétrole aux Cubains, et que donc actuellement les hôpitaux cubains n'ont plus d'électricité pour pouvoir opérer les gens, par exemple. Bon, tout ça, c'est un génocide lent ou un génocide rapide, mais c'est un génocide, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe quand il dit qu'il va raser la civilisation iranienne, et ainsi de suite. Et si un jour ou l'autre... Crime de guerre sur crime de guerre. Crime de guerre sur crime de guerre comme au Liban. Et donc, et puis quand il dit, et là, d'un seul coup, il détruit complètement la construction idéologique dont a parlé tout à l'heure Jean-François, à savoir la paix par le droit. Parce que la paix par le droit, ça marche très bien tant qu'il y a du droit. Mais le jour où la puissance la plus costaud de la planète dit le droit, je m'assois dessus, et Trump l'a dit quasiment comme ça, hein, on voit bien que c'est pas ça qui va régler le problème. Je suis pour qu'on défende le droit. Ni son conseil de la paix. Ouais. Mais bien entendu, voilà, je suis pour qu'on défende le droit international. Mais ne croyons pas que c'est le droit international qui va nous défendre. C'est nous qui devons le défendre, quelque part. Bon, donc il y a tout cet ensemble de choses. Derrière tout cela, surtout, il y a à prendre en compte une analyse qu'avaient déjà faite des gens comme Bertolt Brecht, quelque part, ou comme Lukács, hein, György Lukács, le philosophe hongrois marxiste, quand il parlait de la destruction de la raison. Lukács notait que, bon, c'était quand même extraordinaire de voir que le pays le plus civilisé de l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, avait produit Hitler, quoi. Avait produit Hitler, l'obscurantisme, l'antisémitisme de masse, les camps de la mort, et ainsi de suite, et qu'il avait produit cette doctrine plus folle que toute, c'est-à-dire le racisme, et derrière le génocide. Et donc il disait, mais comment ça se fait ? Et là, il notait que tout simplement, le capitalisme est au bout du rouleau. Il est au bout du rouleau sur tous les terrains. Et ce capitalisme qui a commencé, au fond, avec, disons, un bel élan printanier, quelque part, malgré les crimes qu'il commettait à l'époque, il a tout de même produit l'humanisme, il a produit la Renaissance, il a produit les Lumières, il a produit la Révolution française, la Révolution américaine, la Révolution anglaise, avec les mérites qu'elle a pu avoir. Le libéralisme politique dont on parlait tout à l'heure. Voilà, exactement, dont nous jouissons quand même maintenant, parce que sinon on ne pourrait pas faire cette vidéo. Hein, donc c'est tout ça qu'il a produit. Et maintenant, qu'est-ce qu'il produit ? Il produit de l'obscurantisme, il produit de la fascisation, il produit une restriction permanente des libertés, des régressions sociales qui n'en finissent pas sur quelque terrain que ce soit, et au bout du bout, il nous promet, s'il gagne une guerre, de préparer la suivante, quelque part. Bel avenir pour la jeunesse, et étonnez-vous ensuite que la plupart des pays aient aujourd'hui un grave problème démographique. Donc, réellement, ce capitalisme conduit l'humanité à l'autodestruction. Et donc, l'exterminisme, quelque part, c'est un peu, comme Hegel le disait dans ses textes classiques, la vérité du capitalisme. La vérité du capitalisme, c'est-à-dire au fond son noyau dur. Le paradoxe que développait tout à l'heure Jean-François, c'était que la vie, c'est ce qui résiste à la mort, mais la vie du capitalisme, c'est ce qui, en résistant à la mort du capitalisme, produit la mort de l'humanité. Et donc aussi, bien sûr, la possibilité de la mort du capitalisme. Oui. Donc, quand le capitalisme est malade, il nous tue. Voilà, quand le capitalisme est malade, disait le philosophe Yves Vargas, il fait mourir les autres. Oui. Mais il ne fait pas seulement mourir les autres, parce que venu un moment, passé un certain seuil, il détruit les conditions même de l'existence de la vie sur Terre. Pas seulement de l'être humain d'ailleurs, mais de la vie sur Terre. Donc, quelqu'un le comprend intuitivement en ce moment, plus que bien des marxistes. Je pense toujours à la petite, pardonnez-moi cette expression un peu condescendante, par la grandissante, je dirais plutôt, Greta Thunberg, qui au début était un peu l'idole, comment dirais-je, sympathique, mais inoffensive des écolos, qui allaient de par le monde dire qu'il fallait faire attention à la dégradation des sols, de l'air et ainsi de suite. Très bien, mais ça mangeait pas de pain, on la mettait très en avant, parce que ça dépolitisait le discours, quoi. Et elle a fini par comprendre, puisque avec un grand courage, elle est allée récemment avec la flottille de Gaza, elle s'est fait d'ailleurs arrêter et maltraiter par l'armée israélienne, et récemment elle s'est rendue à Cuba. Ouais. Donc il y a toute une prise de conscience que ce système, alors peut-être Greta ne va-t-elle pas appeler ce système-là le capitalisme, mais peu importe les noms, elle voit bien qu'il y a quelque chose ici qui tourne autour du profit maximal et qui conduit l'humanité à l'autodestruction. Et au fond, le choix devient de plus en plus entre les forces de vie et les forces de mort. Socialisme ou la mort, quoi. Le socialisme ou la mort, comme a dit
Fidel Castro, c'était aussi la devise de son compagnon Che Guevara à l'époque. Hein. Est-ce que tu pourrais dire un mot de ce beau texte de Kant de 1795 sur la guerre d'extermination, dont il décrit en quelque sorte les ressorts dans la première section de ce traité, où on est encore dans un état de nature qui régit les rapports entre les États, c'est-à-dire le droit du plus fort, et où il dit, quand même, en vue de la paix, il faut au moins des accords préliminaires avant de passer à cette deuxième étape qui nous proposera une sorte de fédération de républiques. La première société des nations est pensée par Kant. Or, il y a une proposition, je ne sais pas si ce n'est pas la 6e dans la première section, qui énumère tout ce qui fait qu'une guerre ayant détruit les conditions de possibilité de la paix ne peut plus mener l'humanité qu'à une guerre d'extermination. Oui. Oui, bien sûr. Kant, c'est un héritier de Rousseau qui pense à peu près la même chose à l'échelle d'une société. Je ne vais pas rentrer peut-être trop dans le détail parce que je ne vais pas faire un cours de philo de terminale, mais disons, dans le contrat social, Rousseau montre que, parvenu à un certain degré de développement des forces humaines, les hommes se marchent sur les pieds et s'ils ne trouvent pas un moyen de s'accorder entre eux qu'il appelle le contrat social, ils vont tout simplement à l'extermination, à l'intérieur même d'un territoire donné. Ils ne pensent pas les choses à l'échelle de différents pays, mais d'un seul pays. Et donc il faut un contrat social. Et Kant est dans la même problématique, mais à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Et il se dit comment sortir de cet état de nature où on se marche sur les pieds, où c'est la guerre de tous contre tous, pour reprendre une formule célèbre, et où, par conséquent, il faut une sorte de contrat social entre les nations. La paix n'est pas simplement l'absence de guerre, c'est des rapports de droit qui existent entre les nations. Et alors, effectivement, Kant n'est pas un utopiste pour autant, parce qu'un utopiste ne se poserait pas la question de savoir comment on y va, et il dirait, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, il faudrait telle et telle constitution, telle charte de l'ONU. Et Kant ne va pas directement à ça. Kant considère qu'il y a d'abord l'état de nature entre les hommes, c'est-à-dire un état de jungle entre eux. Et puis une dialectique de la guerre et de la paix, de l'insociable sociabilité entre les hommes et entre les États. Voilà, c'est ça, mais je ne vais peut-être pas trop développer quand même, juste l'essentiel sur Kant. Disons juste ici que, du coup, effectivement, si, quand les hommes se font la guerre, ils ne respectent pas de façon, plus ou moins implicite, un certain nombre d'interdits, eh bien, il ne pourra y avoir entre eux que l'escalade. Alors, il n'emploie pas le terme d'escalade, mais c'est ce que ça veut dire. C'est les prémices d'un droit de la guerre. Voilà, c'est les prémices d'un droit de la guerre. Il ne faut pas, dans l'état de guerre, par exemple, effectivement, s'ingérer dans les affaires de l'autre. C'est-à-dire, on combat l'autre pays comme un tout, et non pas en cherchant, effectivement, à choisir plutôt telle partie que telle autre, en essayant de jouer sur la guerre civile à l'intérieur du pays donné, comme essayent de faire les États-Unis actuellement, en essayant de dresser une partie de l'Iran contre l'autre, et ainsi de suite. Et deuxièmement, il ne faut pas, dit-il aussi, par exemple, utiliser des assassins, tenter d'assassiner le chef d'État adverse. Oui, c'est la liste de tout ce que font les États-Unis. Les États-Unis est listée par Kant à l'avance, en quelque sorte. Vous commencez des négociations, et pendant les négociations, vous attaquez la nuit, sans déclarer la guerre, et vous tuez les négociateurs. Bon, si vous faites ça, vous allez nécessairement à une guerre d'extermination, parce que l'adversaire n'aura plus aucune confiance en vous, et les conditions d'un traité de paix futur seront détruites a priori. C'est ça. Et enfin, donc Kant atterrit sur le 6e, ça s'appelle le 6e article préliminaire au traité de paix perpétuel, préliminaire. Oui, on est encore dans l'état de nature. C'est un droit de la guerre. C'est toujours dans l'état de guerre, effectivement. Et il explique que si, effectivement, on va, on s'autorise l'idée que pour faire régner ses propres objectifs, on a le droit, si c'était nécessaire, d'aller à une guerre d'extermination détruisant toute l'humanité, eh bien, on dit une ânerie. Alors, c'est très intéressant pour les kantiens, pour les gens qui ont un peu lu Kant, je m'excuse pour les autres, qui peut-être, ne sont pas trop à l'aise avec tout ça, mais en gros, Kant n'est pas un penseur si formaliste qu'on le dit, on dit toujours que Kant respecte les règles, il faut respecter les règles morales, les impératifs catégoriques, quoi qu'il en coûte, etc. Oui, mais l'impératif catégorique des impératifs catégoriques qui rend possible tous les autres, c'est l'existence de l'humanité. C'est vraiment un concept conséquentialiste par excellence. L'interdit absolu, c'est ce qui rend la paix impossible et la survie de l'humanité. Voilà, il faut quand même que, pour finir, il y ait une sorte d'interdit de détruire la vie. Oui. Et donc, ici, Kant est un penseur, effectivement, très,
très actuel, quoi. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, il n'était pas question de jeter à la poubelle les penseurs libéraux, puisque quand même, le droit, les conventions de Genève qui vont convertir ce droit naturel en droit positif, c'est quand même chez Kant et chez Rousseau qu'on les trouve. C'est les penseurs de la guerre. Et voilà, je dirais presque aujourd'hui que les vrais libéraux, ce sont les marxistes. Paradoxe, quoi, puisque, effectivement, c'est le capitalisme de l'intérieur qui détruit le libéralisme. En produisant le capitalisme monopoliste, c'est plus la concurrence, d'État. Oui. Donc, l'État qui est en train sans arrêt d'alimenter la caisse des capitalistes, c'est pas tellement la concurrence. Deuxièmement, la fascisation. Et troisièmement, la marche à la guerre mondiale. Où est là-dedans le libéralisme? Ce que tu appelles l'exterminisme et cette espèce de destruction de la raison, c'est la destruction des Lumières et Kant dans la foulée, quoi. C'est-à-dire que le libéralisme, il passe aussi. Mais la Révolution française, mais Robespierre. Mais bon, tout ce qu'on voudra, tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, renvoie à la naissance, en quelque sorte, comment dirais-je, au départ, plutôt, comment dire, positif pour l'humanité, quoi, du capitalisme, dont Marx fait quand même l'éloge dans le manifeste du Parti communiste. Tout ça est détruit par le capitalisme lui-même. Et c'est plutôt au marxisme, au communisme, et ainsi de suite, de retrouver, effectivement, pour la prolonger dans les conditions actuelles, l'élan des Lumières, l'élan de l'humanisme, l'élan du libéralisme, au bon sens du terme, c'est-à-dire l'exaltation des forces de liberté, tout simplement. C'est la libération de l'être humain. Peut-être pour conclure, du coup, la paix, sinon par le droit, en tout cas pas par la force, par la sortie du capitalisme? Alors, par la sortie du capitalisme, mais simplement, disons, ici, je veux ajouter un point, c'est qu'il y a une objection qui m'a souvent été faite, c'est que penser l'exterminisme, ça serait sortir de la politique. Parce que, me disait-on déjà à l'époque, si les deux partis qui s'opposent dans une guerre d'extermination se détruisent mutuellement, eh bien, le précepte de Clausewitz qui dit que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens semble disparaître. Il n'y a plus de politique. Si tout le monde meurt, il n'y a plus de politique. Donc, ce n'est pas un projet politique. Il n'y a plus de sujet politique, donc il n'y a plus de politique. Mais c'est une très grave erreur. C'est la plus grave erreur qu'on puisse faire. Il faut être clausewitzien plus que jamais. Parce qu'en réalité, c'est hautement politique, et j'en veux pour preuve l'histoire elle-même. Lorsque Reagan et compagnie ont fait chanter, parce que c'était un chantage littéralement, toute l'humanité, y compris la direction soviétique, avec l'idée que, eh bien, s'ils n'abandonnaient pas, s'ils ne capitulaient pas sur le socialisme, eh bien, ça serait la guerre mondiale et donc la fin de l'humanité. Ça a été diablement efficace. Oui, ça a marché. Politiquement efficace. Quoi de plus politiquement efficace que la contre-révolution, cette espèce, disons, d'hystérie de conversion, dirait Freud, pratiquement, entre la contre-révolution et l'exterminisme. L'exterminisme, c'est le chantage qui permet la contre-révolution. La contre-révolution redynamise, relance l'exterminisme, et ça joue comme ça d'une manière extrêmement négative. Donc c'est extrêmement politique. Et le dernier truc que je voulais dire, effectivement, donc, sur la question de combattre. Alors, moi, je vais à la même conclusion que toi pour arriver à une paix perpétuelle, au sens de Kant. C'est-à-dire à des rapports de droit entre les nations analogues à ce que sont les rapports de droit dans une société. Au fond, nous vivons dans une paix perpétuelle, dans les sociétés un peu policées, où on ne va pas tuer son voisin s'il vous a coupé une branche d'arbre. On porte plainte, quelque part. Et c'est un juge qui décide, quelque part. Et ça s'appelle la paix perpétuelle, c'est l'état de droit. Eh bien, avec des gardiens de la paix. Avec des gardiens de la paix, effectivement. Donc, idéalement. Et oui. Bien sûr, je sais bien que dans une société réelle, c'est pas... Il faut une république sociale pour que ça marche. Voilà, parce que sinon c'est un masque pour des rapports de classe. Mais bon, si on veut aller jusqu'au bout, il faut aller vers une société socialiste, communiste, plus de classe sociale, plus d'impérialisme, plus de capitalisme, et à ce moment-là, les conditions de la guerre étant extirpées, on peut construire un droit véritable qui va tenir debout, et tenir debout solidement. Mais moi aussi, je ne suis pas un utopiste, et si je dis ça, on va me regarder en me disant « ouais, mais on n'y est pas, hein, mon pauvre ami, là, alors, l'éradication du capitalisme et de l'impérialisme, etc., etc. » Bien sûr que si on pouvait appuyer sur un bouton et dire « allez hop, ça y est, on est sorti du capitalisme, et donc on est sorti du même coup de la guerre, hein, Jaurès qui disait le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, bah, j'appuie sur le bouton tout de suite. Hein. Mais on est dans les rapports de force qui sont les rapports existants. Hein. Donc il faut, en tant que marxiste, qu'on parte de ça, effectivement. Eh bien, moi je dis simplement que la question de l'exterminisme a un sens très intéressant pour nous, c'est-à-dire les amis de la paix, tout simplement. Si on la prend, pour ainsi dire, à l'envers. Ce que je veux dire par là, c'est que
l'exterminisme est intéressant par l'anti-exterminisme. Il y a aujourd'hui, de par le monde, des tas de gens, alors principalement les travailleurs, la classe dominée, qui, elle, ne demande rien d'autre que de pouvoir vivre en paix en vivant de son travail, en vivant correctement de son travail, en menant ses affaires, en ayant des enfants, en les élevant, etc., comme la plupart des braves gens de par le monde. On ne demande rien d'extraordinaire, en fait. Bon, alors ça, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que, il y a des tas de bourgeois aussi qui n'ont pas envie de mourir et que leurs enfants meurent, et qui n'ont pas envie de voir des gros champignons nucléaires partout, et qui n'ont pas envie de voir Trump se déchaîner comme un malade sur tous les terrains possibles, sur tous les théâtres possibles de par le monde, chaque soir en s'endormant, en se demandant si le lendemain, il ne va pas y avoir encore une catastrophe plus grave que la veille. Il y a des tas de gens qui sont des bourgeois pour autant. Ça reste des ennemis de classe, quelque part. Je ne suis pas en train de dire embrassons-nous Folleville. Il y aura encore une lutte de classe avec des gens comme Dominique de Villepin, comme Henri Guénaud, comme Ségolène Royal, qui est social-démocrate, qui est pour l'Europe, etc. Mais tous ces gens, d'une manière ou d'une autre, disent halte au feu à Gaza, disent halte au feu sur Cuba, disent halte pour certains d'entre eux, pour les plus conscients, disent aussi que, bon, Trump, ça va bien, que la course à la guerre contre la Russie, c'est une folie. Je l'ai entendu dans la bouche même de gens comme Lelouch, alors qu'il n'est pas bon du tout sur Gaza, mais qui ou même, tiens, de Luc Ferry, que j'ai pourtant diablement combattu, et en 2003 sur les retraites, etc., qui dit qu'il faut arrêter le déconomètre quand il parle de... Un grand penseur du libéralisme aussi. Un grand penseur du libéralisme. Mais tous ces gens-là font partie d'un potentiel front anti-exterministe mondial. Tout à fait. Et je ne suis pas ici en train d'inventer, je ne sais pas, le mouton à 5 pattes, puisque déjà, enfin les soviétiques, dans les années 80, avec notamment Yuri Andropov quand il était secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, parlaient de la nécessité de mettre en place un front de la raison. Ça s'appelait comme ça, un front de la raison qui dépassait très largement simplement les milieux prolétariens ou socialistes. Mais attention, attention, à condition là encore de ne pas tomber dans l'excès contraire, celui de Gorbatchev, qui lui, sous prétexte de front de la raison avec les capitalistes, alors lui avec les exterministes, avec Reagan, donc là c'est stupide. Plutôt vivant que rouge. Voilà, c'est plutôt vivant à n'importe quel prix que rouge, c'est-à-dire plutôt esclave. Plutôt là, bazarder le socialisme. Là, évidemment, c'est de la sottise à l'état pur, ça n'a mené qu'à détruire le socialisme, la contre-révolution, et à créer les conditions d'un exterminisme encore plus virulent, puisqu'il n'y a plus rien en face. Donc, il nous faut construire un front anti-exterministe, anti-hégémoniste, anti-impérialiste, anti-fasciste, parce que le fascisme va de pair, la fascisation va de pair avec l'exterminisme, c'est en quelque sorte la manière de lier la sauce, si je puis dire, au niveau de chaque pays, et donc, au bout du bout, l'anticapitalisme. Mais chacun de ces étages alimente le suivant. Si on était capable d'alimenter sur des bases, disons, de défense de la vie, l'anti-exterminisme, on serait plus fort contre l'hégémonisme, puisque c'est l'hégémonisme qui alimente l'exterminisme. En battant l'hégémonisme, ça suppose aussi de soutenir les BRICS, avec tous les défauts qu'ils ont, sans du tout se leurrer une seconde sur leur côté socialiste, je ne sais trop quoi. Mais bon, on serait plus fort aussi, à ce moment-là, pour combattre l'impérialisme. Imaginons que l'hégémonisme américain soit battu, par exemple en Iran, par exemple à Gaza, et ainsi de suite, avec derrière tous ses alliés, et ainsi de suite. Ça serait un formidable appel d'air pour les luttes anti-impérialistes au sens strict du terme derrière. Et si l'impérialisme était battu, mais ça ouvrirait une énorme brèche à l'anticapitalisme, et donc au socialisme. Et donc toutes ces luttes, c'est un peu comme des poupées russes, elles s'alimentent les unes les autres, elles ont chacune leur spécificité, et il faut toutes les mener. Et ce que je dis là est donc extrêmement politique. Et le dénominateur commun, quand même, c'est la paix, quoi. Et le dénominateur front commun, c'est la paix, c'est la raison, c'est la vie. Ok, mais c'est dans ce sens-là qu'on s'engage au quotidien, on essaie. En tant que militant. Bien bas, Georges, merci. Je crois que... Merci à toi. Je suis...